Allô. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce vendredi 29 mars 2013, il est 14h20. Et on va commencer rapidement. Je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image. Salut Mathieu. C'est une journée assez calme aujourd'hui, donc on va recevoir un trader, Thierry, du site sur Market Profile, là, qui va nous parler un peu de sa méthode. Et voilà. Son ok, merci Phil. Alors. Ça va Mathieu, t'as des positions? Même question pour ceux du chat écrit, hein. Si vous avez des positions, n'hésitez pas à l'indiquer. Alors, on va commencer par s'informer sur la situation actuelle. Il y avait Nicolas Dose. On va pas écouter tout de suite. Alors, par quoi on va commencer? Japon, la dette publique bientôt à 245% du PIB. On écoute ce point réalisé par le journal. Le gouverneur de la Banque centrale du Japon, Haruhiko Kuroda, a prévenu jeudi que l'endettement colossal du pays n'était pas tenable. Il est important de maintenir la confiance dans les finances et les obligations d'État, a-t-il déclaré. L'endettement du Japon, troisième puissance économique mondiale, pourrait atteindre 245% du produit intérieur brut. Kuroda a pour objectif de stopper la déflation, la baisse des prix via des injections massives d'argent dans l'économie japonaise. À mon avis, malheureusement, on applique exactement les mêmes remèdes que durant les 15 dernières années. Sauf que cette fois-ci, ils sont multipliés par 2. Et j'ai de sérieux doutes sur leur efficacité à changer de manière structurelle l'économie japonaise, mis à part de donner un certain dynamisme à court et moyen terme au marché d'actions. Le nouveau gouvernement japonais a fait de la relance de l'activité économique sa priorité, mais 46% du budget de l'État devrait provenir de l'émission de nouvelles obligations sur l'exercice budgétaire 2013-2014. Voilà, donc là je fais un petit tour de revue, il n'y a rien qui bouge pour le moment aujourd'hui. Donc on va quand même rester ensemble un moment, ce sera peut-être écourté, sûrement il ne se passe rien. Mais bon, il reste pas mal de choses. On va aller chercher ça. Il y a Mirette, Zaki. On l'écoute au micro de TV Bilan. Beaucoup de choses ont été dites sur l'idée des Chypriotes de taxer les épargnants de leur banque afin de renflouer le système bancaire chypriote. Évidemment, le principe a été jugé inacceptable et ce n'est pas pour rien. Je pense que de toute évidence, on ne peut pas considérer les épargnants des banques comme responsables en cas de faillite d'une banque. On essaye aujourd'hui de faire passer ce principe auprès du grand public parce que la réalité, c'est que les États n'ont pas les moyens de renflouer les banques. Elles ont déjà renfloué leurs banques, déjà au moment du choc de la crise spéculative de 2008, ensuite au moment de l'autre choc, celui de la crise de la zone euro proprement dite, depuis fin 2009 jusqu'à mi-2012. Et aujourd'hui, les États ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour le sauvetage qui est devenu maintenant une exigence permanente du système bancaire. Et alors, on se retourne vers qui? Vers les épargnants après s'être retournés vers les contribuables et vers les actionnaires et vers les détenteurs d'obligations. Le principe est évidemment fallacieux parce que l'épargnant se distingue de l'actionnaire d'une banque ou du porteur d'obligations d'une banque. Lui, il est quelqu'un, un client qui a confié ses avoirs à une banque et donc la notion de client est en train de disparaître.
Le client, c'est celui qui fait confiance à l'institution. Il possède entièrement tous les droits en principe sur ses biens. La banque n'est qu'un support pour lui pour qu'il puisse mettre en sécurité ses avoirs. Et pourtant, maintenant, on essaye de lui faire croire qu'il est partie prenante au capital de la banque, au même titre qu'un actionnaire ou qu'un gouvernement qui doit sauver un risque systémique, ou qu'un porteur d'obligations qui, comme l'actionnaire, a décidé de prendre des risques, a décidé quelque part d'unir son destin à la banque dont il a acheté les actions ou les obligations. Donc, l'épargnant chypriote ne devrait pas avoir à renflouer sa banque, ce d'autant plus que la crise chypriote ne vient pas de Chypre, et ceci a été très très mal compris. La crise chypriote vient de l'extérieur de Chypre. Ce sont les investissements des banques chypriotes dans des obligations grecques défaillantes qui ont provoqué la crise des banques chypriotes. Donc les banques chypriotes ont été ruinées par la détérioration sans précédent de la valeur des obligations grecques. Chose vraiment très très mal comprise et très mal expliquée. Les obligations grecques, à leur tour, d'où vient leur détérioration? Leur détérioration, elle vient de la spéculation qui s'est abattue sur cette dette souveraine grecque depuis fin 2009. Elle a été extrêmement féroce. En 2010, sur les 300 milliards d'euros de dette grecque, on estime qu'il y avait 85 milliards d'instruments spéculatifs traités par les fonds spéculatifs, les hedge funds, pour attaquer la dette grecque et la faire baisser. Et quand on fait baisser une dette, c'est-à-dire on la vend à découvert, on opère des ventes massives dessus, des paris baissiers massifs, eh bien les taux d'intérêt montent pour le gouvernement grec qui s'est retrouvé en état de strangulation financière. Donc, une cause qui vient de l'extérieur, qui vient de la spéculation internationale, aboutit finalement à ce que les épargnants chypriotes doivent, eux, sortir leur épargne de leur poche et renflouer un système bancaire victime de spéculation étrangères, de spéculation principalement anglo-saxonne. Au final, les épargnants chypriotes doivent donc rembourser le gouvernement d'une certaine manière, si on se base sur le projet initial de sauvetage de Chypre. Ils auraient dû renflouer avec leur argent, et maintenant ce sont ceux qui ont plus de 100 000 euros sur leur compte, au-dessus de 100 000 euros, ils vont devoir d'une certaine manière renflouer le système bancaire chypriote et l'État chypriote pour des profits mirobolants gagnés par des fonds spéculatifs anglo-saxons qui ont parié sur l'abaissement de cette dette grecque et qui ont provoqué cette chute de la dette grecque. En Suisse, je tiens à dire que pour ceux qui l'ignorent encore, une ordonnance de l'autorité bancaire, l'autorité de surveillance bancaire, a prévu depuis août dernier déjà que les épargnants de banques suisses pourraient être appelés à renflouer les banques suisses en cas de faillite d'une banque. Seulement en dernier recours, il est vrai. D'abord, les banques vont devoir aller chercher auprès de leurs créanciers, de leurs actionnaires, ces fonds. Mais la réalité, c'est que la Suisse aussi s'est dirigée vers l'option d'un possible sauvetage par ses propres épargnants de ses propres banques. C'est une dérive qui est dangereuse et regrettable, mais malheureusement, l'argent que les spéculateurs prennent en abaissant la valeur des obligations souveraines et des banques de la zone euro mène à une recherche de solutions autres, puisqu'on ne pourra jamais récupérer cet argent des hedge funds, et donc à une recherche de solutions dans les poches même des populations, qui n'y sont pour rien dans cette crise. Ceux qui ne comprennent pas le lien entre la spéculation anglo-saxonne et l'effondrement de valeur des dettes grecques doivent essayer de visionner le mécanisme de transfert de richesse qui a eu lieu. Lorsque les spéculateurs ont pris des positions vendeuses massives contre la dette grecque, ils se sont enrichis de plusieurs milliards de dollars, puisque les instruments qu'ils ont utilisés, les fameux CDS, sont des instruments qui montre un risque accru dès qu'on accumule des positions en CDS contre une dette. Le risque accru montré par les CDS contre cette dette fait paniquer tous les porteurs d'obligations de dette souveraine grecque. Dès lors, tous les porteurs de dette souveraine grecque se sont mis à vendre par des ventes paniques qui ont contribué à l'effondrement de la dette grecque. Donc, le marché des CDS est devenu l'indicateur, avant même les agences de notation, du risque de la dette grecque. Les porteurs d'obligations grecques ont suivi la tendance indiquée par ce que les hedge funds faisaient sur le marché des CDS et ont vendu.
Ce qui fait que le gouvernement grec a trouvé ces taux d'intérêt allant jusqu'à 20%, un taux complètement ridicule et aberrant, qui ne se justifiait pas par la situation économique de la Grèce, mais bien plutôt par cette folie spéculative que l'Europe n'a pas pu, n'a pas su et ne pourra pas, en tout cas dans un avenir proche, réglementer. La réalité de la crise chypriote, c'est que les fonds spéculatifs ont prélevé des sommes énormes. Par exemple, 3 hedge funds britanniques en 2 mois, en août et septembre 2011, ont gagné 3 milliards d'euros en faisant chuter la dette portugaise. Eh bien, c'est la moitié de ce que le Portugal a demandé en austérité à sa population en 2013. C'est-à-dire que ce qui est prélevé par les hedge funds, c'est exactement ce que les gouvernements réclament après dans les poches, auprès des poches de leur population innocente de cette crise. De même, les banques chypriotes, suite à la détérioration de valeur des obligations grecques, a dû trouver 6 milliards d'euros pour obtenir 10 milliards d'aides auprès de l'Union européenne, parce que ces 6 milliards avaient été pris par les hedge funds sous forme de profit sur la chute des obligations grecques. Voilà exactement la chaîne de causalité qui a provoqué aujourd'hui une situation où ce sont les épargnants, les contribuables qui doivent financer le sauvetage du système bancaire et des gouvernements à la place des spéculateurs qui se sont enrichis et dont l'argent ne reviendra plus jamais dans le circuit. Il est parti, il est définitivement sorti du système économique. Voilà donc le point intéressant de Mireille Zaki sur la situation actuelle. Alors Thierry m'a envoyé un mail, voilà, je suis dispo quand tu veux. Ok. Alors. Là pour le moment, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Toujours très peu de mouvement hein, sur les marchés, on a actuellement 13 personnes. Voilà. Ok, donc on reprend les marchés, ça se passe de commentaires. Hein. Là par exemple, on a l'euro-yen qui bouge, c'est atone. On voit ici en M5 aussi en ce moment H1. Voilà, il n'y a aucun mouvement. Euro-franc suisse. Ici, on est en graphe journalier, on voit que c'est une journée très calme. Euro-AUD, on a une journée calme. Euro-yen au calme. L'argent, l'or fermé. USD-CAD, on est sur une dynamique plutôt baissière. La journée est assez calme, on a une dynamique baissière. Voilà, c'est pas un truc de fou, mais ça baisse. Par contre, on a des gros spreads. Forcément, Londres est enfermé, hein. C'est là où se passe le gros du Forex. Eurodoll, tiens, on tente de partir à la baisse. J'ai un spread là de 2... Ça va, hein, 1,6 ils me mettent. Donc pour une période comme ça, c'est pas trop cher. Mais bon, si on se met en H1, voilà. Donc dans l'ensemble, c'est très calme. Je sais pas s'il y en a qui ont des paires qui bougent, des produits qui bougent, mais je crois qu'aujourd'hui, tout est calme. Hein. Alors sur le chat écrit, quelques petites réactions. On avait vu Phil qui disait les conséquences de l'absence de Londres sur le Forex seront moins de liquidité, des spreads plus élevés et parfois des mouvements plus violents. Marc Raffard a écrit ça. Ouais, effectivement, j'ai aussi reçu son mail. Il a enlevé ses vidéos sur son site. Ah. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, peut-être un... C'est pas évident, là. C'est peut-être pas évident à savoir comment il veut se positionner, Marc. Au niveau du contenu, parce qu'il faut aussi de la formation avec Philippe. Bon. Heure d'été dimanche à 2h du matin, il sera 3h. Ok, donc dimanche, changement d'heure. On repassera à l'ouverture de Londres à 15h30. Merci Phil. CFD chez FXCM ne code pas aujourd'hui. Disait Phil. Je suis Honda non plus. Hein. Ok. Donc, effectivement, ouais. Et que le CFD du Nikkei qui cotait... Ah non, même pas le 29 mars, c'est fermé. Bah, tout est fermé, ok. Fred qui nous argent, salut Fred, ça va? RDT, ça en avait vu. On range beaucoup sur pas mal de paires. Effectivement, ouais, peu de mouvement. On va bientôt recevoir Thierry, il m'a écrit, il est prêt lui. Je vais juste attendre qu'il y ait un peu plus de monde dans le cadre de l'émission. Parce que là, on est très peu.
Donc je vais attendre que ça arrive au fur et à mesure. Tiens, et Seba Yarkide, merci Fab, c'est gentil. Je vais regarder ça et apprendre grâce à tout ce que vous proposez sur le site. Si je suis intéressé par Randa, je te tiens au jus des fois que tu puisses me parrainer et obtenir un truc pour te remercier de tes conseils. Et le stream est une super initiative, disait Seba. Non, en l'occurrence, je suis pas porteur d'affaires pour Honda. Voilà, après de toute façon... Alors, il y a Marc Fiorentino qui s'exprimait. On écoute Marc Fiorentino, c'était ce matin sur monfinancier.com. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 29 mars et bien sûr toute la une de tous les journaux français, c'est lui, le grand oral de Hollande. Si on attendait de rêver et d'avoir un objectif pour les années à venir, on est déçu. Alors en gros les annonces qu'il y aura une croissance zéro en 2013. L'année 2013 pour lui est une année qui est terminée, sacrifiée, avec des hausses d'impôts, chute du pouvoir d'achat, tout ce qu'on peut imaginer. La taxe à 75%, eh bien elle va vraiment exister, mais ce sont les entreprises qui vont les payer. En gros, les entreprises payeront une taxe sur toute la partie des rémunérations qui sera supérieure à 1 million d'euros. Dans les mesures qui ont été annotées, il s'est enfin rendu compte que le système des retraites était en difficulté, donc il y a un allongement de la durée des retraites, une baisse des retraites dans le régime de base avec une désindexation. Voilà pour les nouvelles. La seule bonne nouvelle éventuelle pour la consommation, c'est la participation dont profitent à peu près 4 millions de Français, qui sera débloqué à hauteur de 20 000 euros pour faire des achats quels qu'ils soient. Alors du côté des marchés aujourd'hui, donc ça va être très calme, c'est Good Friday, tous les marchés américains sont fermés, les marchés européens seront en partie fermés lundi. Donc hier on a eu une pluie de records sur les États-Unis avec le S&P qui a fait sa clôture record historique, hein, ça y est, on a fait son plus haut. Alors le S&P c'est plus significatif que le Dow Jones, puisque le Dow Jones a 30 valeurs, le S&P 500 en a 500. Le Dow Jones lui marque son meilleur trimestre en termes de performance, son meilleur premier trimestre en termes de performance depuis 1998. Pour le CDE, le rapport est tombé, c'est l'Europe est en difficulté, on le savait. Il va falloir que l'Allemagne joue la carte de la relance. C'est les États-Unis et le Japon qui seront les locomotives de la croissance pour l'année 2013. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite aussi un très bon week-end de Pâques. Voilà, donc le point réalisé par Marc Fiorentino. Corée du Nord se prépare à frapper les bases américaines. Ça aussi, c'est un dossier de tension important en ce moment. Mais tu peux pas réagir les marchés. Alors par contre, là, si ça pète de ce côté-là, ça va être démonstration de force et préparatifs militaires en Corée du Nord. Le temps est venu de régler les comptes avec les impérialistes américains, a estimé le dirigeant Kim Jong-un, d'après l'agence de presse officielle nord-coréenne. Pyongyang aurait également ordonné que les missiles de l'armée soient placés en état d'alerte, prêts à viser les bases américaines en Corée du Sud et dans le Pacifique. Mort aux impérialistes américains, scandaient aujourd'hui des milliers de militaires et étudiants à Pyongyang. Le régime nord-coréen n'a pas supporté les vols d'entraînement de bombardiers furtifs B-2 américains au-dessus de la Corée du Sud. Des vols révélés hier par les États-Unis alors que Pyongyang a menacé de frapper le territoire américain. Washington rend très rarement public ce type d'opération. Nous prenons très au sérieux les provocations de la Corée du Nord et nous y répondrons, a indiqué le secrétaire américain à la Défense. En Corée du Sud, l'armée annonçait aujourd'hui avoir détecté une hausse des mouvements de véhicules et de troupes sur les sites nord-coréens de missiles de longue et moyenne portée. La Corée du Nord prépare-t-elle ses missiles en vue de frapper les États-Unis? L'armée sud-coréenne a détecté un regain d'activité dans les sites abritant les missiles nord-coréens. En réponse au vol d'entraînement de bombardiers furtifs américains hier, Kim Jong-un a en effet ordonné des préparatifs en vue de frappes de missiles vers le continent américain et les bases des États-Unis dans le Pacifique. C'était cette nuit lors d'une réunion d'urgence avec les hauts commandants de l'armée.
En principe, remarque ce responsable sud-coréen, ce genre d'instructions doivent être secrètes. Le fait que Kim Jong-un révèle aux médias qu'il a ordonné cette opération s'apparente à de la pression psychologique. Pyongyang réagit aux manœuvres américano-sud-coréennes qu'il considère comme une provocation et promet de frapper sans pitié les États-Unis. Mais selon la plupart des experts, le Nord n'a pas la technologie suffisante pour tirer des missiles sur des cibles aussi lointaines. Voilà le point donc réalisé par le journal, toujours un montage avec plusieurs dépêches qui prouve que ça monte en Corée du Nord. Je pense aussi que ce type de choses, en plus, on veut pas effrayer les populations, donc on calme au maximum. Et il y a beaucoup de choses qui sont secrètes aussi pour pas prévenir l'ennemi, mais c'est des dossiers de tension, hein. Vraiment, moi ça fait, je sais pas si j'ai déjà vu autant de tension, ça fait des années que j'entends la tension, des menaces, etc. Mais là, c'est vraiment poussé. Attention, alors ça peut être des gros vecteurs, hein. Trop drôle, Dieudo, disait Phil, qui laissait un lien. Bon, on va pas écouter Dieudonné ici. Trop de clivage. En vrai, c'est une émission de trading. Alors, Mathieu qu'est-ce qu'on avait vu? On range beaucoup sur pas mal de paires. Ok, ça on avait vu. Alors, Eol Trading. On va écouter les analyses techniques. Bonjour à tous, je suis Jérôme Revilliers, nous sommes le vendredi 29 mars 2013 et je vous présente les quelques scénarios de la journée sur le marché du Forex. Alors commençons par l'euro-dollar, aujourd'hui qui évolue environ à 1,2820 depuis ce matin. La hausse anticipée hier s'est bien produite depuis la zone des 1,2750. Toutefois, en raison de la fermeture des marchés européens et américains en ce week-end pascal, il me semble un peu risqué d'aller se frotter au marché. Toutefois, pour les plus actifs d'entre vous, je recommande toujours la même configuration qu'hier, un achat sur la cassure de la zone à 1,2840 environ. Depuis hier, on est venu tester cette zone sans parvenir réellement à la casser. Donc, grosse zone de résistance aux alentours des 1,2840, 1,2850 qui ouvrirait la voie à une hausse vers 1,2890 et pourquoi pas 1,2915, 1,2920 dans les prochains jours. Donc, vraiment privilégier la prudence aujourd'hui. Salut. Peu de volume et peu de mouvement à attendre. Salut, ça va? Ouais, bof, bof. Journée de merde. Ouais, c'est pas, ça bouge pas du tout, quoi. Ouais, puis ce matin, j'ai perdu 3%. Ah ouais, comment ça se fait, sur quoi? Sur le Rodol, avec la mèche qui est tombée, qui est descendue. Là. Ouais. Ouais, d'un coup, là, on sait pas pourquoi. Bah, comme disait Marc Raffard, là, il a envoyé un message. Déjà, il y a beaucoup moins de liquidité parce que les marchés, notamment Londres, est fermé, donc c'est le gros de la liquidité. Donc, déjà, des plus petites mains que d'habitude peuvent faire des gros mouvements aujourd'hui. Et après, c'est possible aussi qu'il y ait eu le moment où l'Italie s'est tombée, donc où ils n'ont pas réussi à former le gouvernement. Donc, c'est toujours le bordel en Italie. C'est possible que ce soit ça. Après, je sais pas. C'est aussi possible que ce soit juste la manipulation. Toi, t'as pas eu plus d'informations que ça? Bah, moi, je pensais, en fait, vu que la petite hausse qu'il y a eu, je pensais que c'était peut-être une prise de bénéfice, tu vois, pour le week-end, et en fait, bah... Du coup, bah, ça a fait baisser, mais bon, je suis pas certain. Non, je pense pas, parce que juste derrière, ça a remonté, et puis les prises de bénéfices, à mon avis, ça aurait été soit hier soir, pour ceux qui partaient aujourd'hui, soit ce soir, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Franchement... Ok. Enfin, là, c'est un tradable, hein. Franchement, il n'y a rien à faire. Effectivement, ouais. Bah là, je m'informe sur tout, et puis aujourd'hui, de toute façon, j'ai ma position, moi, mais sur des marchés qui sont fermés, là, sur DAX, on verra. En raison des jours fériés, mais sait-on jamais, pourquoi pas une surprise de l'euro qui pourrait choisir aujourd'hui pour rebondir aux alentours des 1,29.
Donc restez prudent, restez sur vos gardes et puis privilégiez le scénario haussier avec une protection très rapprochée de vos positions. Passons maintenant à la paire dollar américain face au yen japonais. Donc la paire évolue toujours proche de la zone de support à 94 yens, sans parvenir franchement à la casser. Donc le scénario de rebond s'amplifie, le potentiel de rebond en tout cas s'amplifie. Donc pour aujourd'hui, nous surveillerons un petit peu cette oblique ici et le franchissement de cette zone à 94,30. Nous pourrons tenter de rentrer à l'achat vers 94,30 avec un seuil d'invalidation autour des 93,90 pour viser un retour sur 94,80. Nous sommes à moins d'une semaine de la prochaine réunion du comité monétaire de la Banque centrale japonaise et dans ces conditions, l'activité devrait un petit peu augmenter sur la paire. Je vous rappelle encore une fois que les marchés sont fermés ce vendredi 29 aux États-Unis et en Europe, ce qui devrait limiter quand même les échanges sur le Forex. Donc restez très prudent dans vos scénarios, restez très prudent dans les positions que vous prenez et surtout passez un très bon week-end. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end, bon trade et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. À très bientôt. Voilà donc le point réalisé par EOL Trading. Donc là, ouais, du coup, t'as plus rien ouvert, là? Non, plus rien. Ok. T'as vu par rapport à la Corée du Nord, là, ça chauffe encore, apparemment. Ouais, j'ai vu ça en plus. Cette nuit, j'ai regardé les infos et j'ai entendu qu'ils menacent d'utiliser leurs missiles balistiques. Ouais. Et à mon avis, c'est tendu, hein, quand même. Bah c'est clair, surtout que dans ce genre d'affaires, on sait pas tout, tu sais, c'est militaire, donc c'est protégé, hein, jusqu'au moment où ça arrive. Mais apparemment, je sais pas si t'as entendu, mais les Américains sont passés avec des bombardiers furtifs. Ouais. Mais c'était pas au-dessus de la Corée du Nord, c'était au-dessus de la Corée du Sud. Ah ouais? Ouais, c'était des entraînements. Ah ouais, c'est des entraînements, mais bon, quand tu vois des bombardiers furtifs, tu sais, c'est les bombardiers qui peuvent lancer la bombe atomique, tu sais, c'est les gros là. Ça fout les boules quoi. Tu vois les trucs qui peuvent larguer la bombe atomique juste à côté de ton pays, tu sais que t'es en guerre avec le pays. Enfin, c'est tendu quoi. Dire les Américains ils sont un peu cons en fait. En fait, ce qu'ils veulent montrer, c'est ils veulent montrer qu'ils sont alliés avec la Corée du Sud. Et qu'en cas de guerre avec la Corée du Nord, ils interviendraient quoi. Bah ouais, tout à fait, c'est ça, hein. C'est exactement ça, oui. Mais par contre, tu sais toi, si jamais y a une guerre qui éclate, l'impact que ça pourrait avoir sur les marchés américains? Bah ce sera toujours un vecteur de tension, hein, pendant un moment. Alors après, de toute façon, ça va être... S'il y a une guerre qui éclate, ça va être une panique et je pense une baisse des marchés actions, une baisse des actifs à risque de manière générale. Après, selon l'ampleur que ça prend, ça va plus ou moins baisser, mais quoi qu'il arrive, dans un premier temps, ce sera une baisse, je pense. Oui, je vois même pas comment ça pourrait être une hausse, parce que c'est toujours vecteur de tension. Et après, à terme, quand ça se résolve, ça peut être, ça dépend, vecteur de croissance ou pas, selon le camp qui gagne et selon comment ça se passe après, etc. Mais dans un premier temps, ouais, plutôt panique, donc plutôt vecteur de baisse des marchés. Tous les marchés, tu penses? Les actifs à risque, je pense, ouais, je vois pas à qui ça peut profiter. Surtout que là, il n'y a pas, tu sais, par exemple, dans le cadre des conflits, je sais pas, par rapport à la Syrie, etc., il y a des blocs, tu vois, il y a genre Russie-Chine, et là, donc là, c'est encore des marchés qui apportent beaucoup de choses, donc à la limite, si ça partait plus en vrille, il y aurait certains marchés, enfin, tout baisserait de toute façon dans un premier temps, mais après, il y aurait des marchés qui en profiteraient, d'autres qui en bénéficieraient moins, mais là, vu que la Corée du Nord, ils sont tout seuls, de toute façon, ils sont complètement isolés, ça peut être qu'un vecteur de, à mon avis, de baisse des actifs à risque. Je vois pas en quoi ça peut profiter à qui que ce soit, quoi, des tensions là-bas. Ouais, je suis d'accord.
Enfin, les Américains seraient capables de relancer leur industrie. Content de faire la guerre, quoi. Vu que c'est un pays plutôt patriotiste, tu vois. Ouais, bah ouais, très patriote et puis aussi qui va imposer sa morale un peu partout, donc c'est bien le genre. Hein. Tiens, t'as entendu, il y a un truc intéressant là. Ça reflète bien ce qui se passe aux États-Unis en ce moment là, avec Apple. Ils ont. Non, je sais plus si c'est Apple ou l'autre société, ou Google, je sais plus. Mais en tout cas, ils vont fabriquer des lunettes. Et ce qui est marrant, c'est que donc au lieu de, donc il y a 2000 emplois quand même, 2 millions d'emplois, je crois, c'est énorme. Et ils veulent fabriquer, donc les matières premières viennent de Chine. Donc au lieu de fabriquer en Chine, ils font fabriquer à la Silicon Valley, donc Made in California. Donc ça sera noté sur le produit Made in USA. C'est bien pour le marketing, pour la com, etc. Et du coup, ça crée des emplois, aux États-Unis, mais c'est une société chinoise qui fabrique. T'imagines le truc? Bah moyen en fait. Quel est leur intérêt? Puisque de toute façon, l'intérêt principal qu'on avait à délocaliser en Chine, c'est pas pour le savoir-faire chinois, c'était pour la main-d'œuvre moins chère. Et souvent même tu avais donc les chefs de production ou les ingénieurs qui étaient des occidentaux, donc que ce soit américains ou européens. Donc là, si tu fais fabriquer aux États-Unis, ça veut dire que ta main-d'œuvre entre guillemets de bas niveau, donc ceux qui vont fabriquer les produits concrètement, tu vas devoir les payer quand même à des tarifs bien plus élevés que celui de la Chine, même si ça a monté. Donc là, je comprends pas bien l'intérêt que ça. C'est quoi l'explication? Je pense par rapport à ce qu'a dit Obama, qui veut relancer l'industrie et que le prochain boom industriel se fera aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il veut réindustrialiser les États-Unis. Je pense que bah, voilà, c'est le Made in USA, voilà, c'est vendeur peut-être. Enfin, je pense. Hein. Et puis non, maintenant, ce que je veux dire, c'est pourquoi passer par ça, j'ai bien compris, mais pourquoi passer par une entreprise chinoise? C'est ça qui m'interpelle en fait. À mon avis, c'est pour les matériaux qui seront moins chers, je pense, les matières premières, et pour aussi le savoir-faire maintenant asiatique au niveau de la technologie. Enfin voilà, ils sont aussi performants que nous, hein. Enfin, que les pays occidentaux. Hein. Non, ça fait des années il y a que eux qui font ça. Je veux dire, maintenant s'ils sont pas performants, voilà. Regarde les pros et tout, c'est fabriqué là-bas. Hein. Oui. Ok. Est-ce que tu as un lien vers cette nouvelle? Ouais, attends, j'ai trouvé ça. Ils en parlaient sur BFM, je crois que c'était hier soir ou ce matin très tôt. Ouais, donc un retour à une forme ouais, comme tu dis, de réindustrialisation et quelque sorte de, peut-être pas protectionnisme, mais voilà, de refaire produire sur les territoires. Je pense pas que ça puisse faire de mal aux États-Unis et à l'Europe. Pour l'instant, ça fait plus de mal concrètement que de bien. Alors peut-être ça fait du bien au marché action, et encore parce que ça a généré des bulles, et quoi qu'il arrive, ça fait du mal à tous les petits emplois en Europe, à part en Allemagne où la main-d'œuvre est reconnue. Sinon, le reste, on en a plus souffert qu'autre chose, puisque de toute façon, c'est quand même tout ce qui est petit métier qui entretient la consommation, puisque les gens qui gagnent peu, ils consomment quasiment tout, alors que les gens qui gagnent beaucoup, ils épargnent. Donc, l'un dans l'autre, je suis pas sûr que ça ait été un bon calcul à long terme, hein, de toute façon, sur cette désindustrialisation au profit uniquement des salaires bas asiatiques. Par contre, ça a été vraiment une excellente opération pour la Chine. Tant mieux, ça fait aussi un grand marché supplémentaire, et voilà. Bon, voilà, en tout cas... C'est intéressant comme nouvelle, donc si tu as plus d'informations, ça m'intéresse. Je suis en train de chercher. Alors sur le chat écrit, on avait vu. Les rigolos, c'est nord-coréen, disait Fred. S'ils bougent trop, on leur supprime toutes les aides versées. Ils rentreront très vite dans le rang. Ouais, peut-être. Après, ils ont l'air quand même bien déterminés. Et j'avais vu des émissions sur eux, ils ont l'air d'être depuis l'enfance quand même bien montés contre les Américains. Après, je sais pas, ça se trouve, nous aussi on est montés contre eux, mais quoi qu'il en soit, eux, ils ont l'air assez, dans leur message, etc., déterminés. Donc là, l'histoire des versements, certes, ils reçoivent certaines aides, etc. Maintenant, s'ils attaquent, il faudra plus que stopper les aides, puisque ça peut se régler en quelques temps, s'ils ont vraiment des missiles qui prétendent et la portée qui prétendent. Ou même si les Américains attaquent, ils vont tout casser hein, en très peu de temps. Donc, faut voir.
En tout cas, il faut agir assez vite. Si a priori il y a déjà les mouvements de missiles, etc., c'est que ça peut se régler très vite. Et on ne sait pas ce qui se passe. À mon avis, quand c'est militaire et à ce niveau-là, nous-mêmes, on n'est pas informés. On est informés avec du décalage. Hein. Voilà. Alors, les lunettes, je crois que c'est des lunettes de glace. Donc, c'est Google qui lance ça. Réalité augmentée. Ouais. J'essaie de trouver la page sur... La Corée du Nord est plus ou moins soutenue par la Chine, disait Fred. Ok, je savais pas, Fred. Tu vois, je connais pas bien. Je suis pas en train de te dire que je connais bien le dossier. Merci. Pareil, hein, si vous avez des dossiers là-dessus, n'hésitez pas à les partager, c'est toujours intéressant. C'est en route avec l'actualité, en liste avec l'actualité, pardon. Ça peut faire beaucoup décaler les marchés, hein, selon ce qui se passe. Je fais la moyenne, ça en avait vu. La Corée du Nord est en guerre avec la Corée du Sud depuis le début des années 50, disait Fred. Ok. On va pas tarder à la rejoindre Thierry, on va encore prendre quelques informations. Il y avait un reportage intéressant sur les pétrodollars partagé par Phil. Ah, Pedro, on t'entend avec la voix de robot là, il y a un souci. Donc, je sais pas à quoi c'est lié. Tiens, ce matin, vers très tôt, ouais. Il y a un petit garçon qui s'est connecté sur son Mumble. Et alors? Il disait quoi? C'est un trader? Oui. Non, il a demandé qu'est-ce que c'était le Mumble et tout. J'ai halluciné. Non, mais des fois, c'est des trolls. Des mecs, je sais pas, c'est leur délire. De toute façon, ça doit être des gamins, tu sais, mais ils vont sur les Mumble et ils foutent le bordel. Mais en général, quand ils viennent ici, ils restent 2 secondes et ils se barrent. On doit pas être marrant. Pour eux. Ouais, c'est ça. Alors, il m'a demandé ce que c'était ici. Je lui ai dit que c'était du trading, la bourse. Il a fait d'accord et tout. Il s'est barré. Des fois, t'as des jeunes qui s'intéressent au trading, mais bon, quand même, c'est plutôt à partir de 15 ans, 16 ans, jamais avant. Bon, on va écouter le point de vue de Patrick, ex-financier, qui faisait un point. C'était construire une stratégie, donc c'est intéressant. Je vais pas les diffuser parce que je vais lui laisser le contenu exclusif pour son site. J'allais contacter. Donc je vais vous laisser le lien vers son site. Il a l'air d'avoir des vidéos intéressantes sur la manière de construire une stratégie. J'ai trouvé la dépêche. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le lien. Je sais extrêmement pour regarder ses analyses et je vous ai mis un lien vers le site boursenréel.fr. Feu vert pour ouvrir un trade. On va regarder ça après. D'abord, on va regarder le lien partagé par Oyo. Ouais, tu l'as mis où le lien? Je te le mets sur mon... Ah ok, merci. Bienvenue pour ces flashs un petit peu spéciaux en ce jour de 29 mars 2013. Étant donné la fermeture de la plupart des plateformes boursières, je ne commenterai pas les cours boursiers aujourd'hui. Donc je vais en profiter pour répondre à certaines de vos questions que vous m'envoyez sur Facebook, pour y faire des petits flashs et en faire bénéficier tout l'ensemble des personnes qui me suivent. Donc là, je vais traiter de la manière dont je vois les choses et comment je me laisse guider lorsque je dis donc, que tous les gros noms de la haute technologie rapatrient en fait leur production d'Asie aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même une grosse nouvelle. Enfin, c'est une nouvelle philosophie. Ok, bah je vais regarder ça après. Je viens de lancer une vidéo, donc je regarde ça et après je regarde ton lien. Excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire en définitive? Donc là, je vais tenter de vous expliquer un petit peu comment, de manière un peu plus approfondie, je vois les choses, comment je fonctionne. Tout d'abord, le contenu de cette vidéo ne présente pas de conseils en investissement et les informations sont purement indicatives. Vous l'avez tous remarqué également, c'est que l'activité de trading est une activité à risque. L'essentiel, je le dis et je le répète,
pour gagner en bourse, il y a deux choses. C'est la gestion de ses pertes, perdre un minimum, et ensuite, c'est de gagner les trades. Donc, ce sont ces deux aspects-là qui nous font gagner en bourse. Ne l'oubliez jamais. Donc là, je me suis mis sur le Dow Jones parce que vous l'avez tous remarqué quand même que c'est mon indice, c'est mon indice préféré, c'est celui que je trade en premier. Initialement, lorsque j'ai construit ce site, je ne voulais commenter que le Dow Jones. Et puis, suite à différentes demandes de votre part, ensuite j'ai fait le CAC 40, l'euro USD, qui est la paire la plus tradée sur la planète. Et puis le NZD AUD, mais je n'irai pas plus loin parce que ça fait déjà 6 actifs à commenter. Et là, ça commence par devenir limite, quoi, en fait. On ne peut pas être du moins analyser de manière approfondie les choses sur l'ensemble des actifs. C'est impossible. Du moins, pour moi, c'est impossible. Donc, pour en revenir à ce thème, sur le fait de dire à un moment donné, pourquoi est-ce que je vous dis à un moment donné, lorsque ça va casser ici, il faut ouvrir. Lorsqu'on est par ici, je dis attention, les moyennes, etc. C'est ça qui va motiver. C'est un ensemble d'indicateurs. J'en ai une dizaine en moyenne qui vont m'aider, qui vont me guider et qui, à un moment donné, vont me faire ouvrir une position ou ne me feront pas ouvrir de position. Et là, je basculerai, comme d'habitude, sur le champ de l'attente, de la patience. Donc là, je prends ce cas qui pourrait ressembler à un cas d'école parce que je viens déjà de le passer un petit peu en revue. Mais les cas d'école, ils sont trop faciles parce qu'on prend des cas d'école qui sont passés il y a quelques années en arrière ou quelques mois en arrière. On prend le cas idéal. Là, non, c'est au jour d'aujourd'hui, comme disent les latins, hic et nunc, ici et maintenant. Nous sommes le 29 mars, donc j'ai pris le cas du Dow Jones au jour d'aujourd'hui. La première chose que je regarde, le premier point, c'est le pourcentage de traders qu'il y a. Donc là, je vous en ai parlé à différentes reprises sur le Dow Jones actuellement. Plus de 70% des traders sont à la vente. Donc, je l'ai expliqué dans ma vidéo de ce matin, si un grand pourcentage de traders sont par exemple à la vente, ça veut dire que les cours risquent très probablement de monter. Donc, c'est mon premier indicateur. Ensuite, j'ai les moyennes mobiles. C'est le deuxième qui vient derrière, les moyennes mobiles. Donc, les moyennes mobiles, soit on est comme dans une zone ici où tout est confondu, et là, on ne peut rien faire du tout. C'est vrai que ces zones où les moyennes mobiles sont confondues sont généralement des zones très intéressantes parce qu'il va se passer quelque chose derrière, et là, on le voit très bien. Si on regarde ici également, derrière, voilà, et il s'ensuit toujours des choses. Là, c'est pareil, c'était confondu. Là, il s'en est suivi aussi des choses, mais là, c'est quand même beaucoup plus délicat. C'est vrai, moi, c'est la difficulté du trading, c'est que, les choses sont bien parties. Là, il y a eu, je sais pas combien, 50 ou 60 pips de gains potentiels à prendre, mais tout de suite derrière, ça se referme. Donc, c'est pour ça qu'il faut tracer ce genre d'oblique-là, qui va être de bons garde-fous, ou les supports ici, en se disant attention, on arrive dans une zone où il risque de se passer quelque chose. Donc les moyennes mobiles, le deuxième indicateur. Le troisième indicateur, ce sont les fameuses obliques que je trace ici et qui sont vraiment d'importance, qui nous permet de faire un zoom beaucoup plus approfondi sur les choses avec plus de précision et de se dire généralement, soit quand on est dans ce type d'oblique là, on fait oblique supérieur, oblique inférieur. Là, on n'a pas atteint l'oblique, la résistance supérieure, on revient sur le support, ça repart, et surtout c'est quand c'est ce type d'oblique là, surtout de biseau comme ça est cassé, ça veut dire qu'on prend une direction. Donc ça c'est le troisième point. Quatrième point, le MACD. Donc le MACD, il faut qu'il soit aussi dans cette cohérence là, où là je vois que j'ai des moyennes mobiles qui partent à la hausse, donc le MACD doit me confirmer cet aspect-là. Le RSI pour moi c'est l'indicateur, c'est l'oscillateur, ça s'appelle des oscillateurs, le plus important. Là on le voit très très bien. Là, je ne peux pas le mettre sur ma vidéo. L'oscillateur, c'est qu'on était dans une dynamique qui était baissière. J'avais tracé également une oblique sur le RSI. Et donc, j'ai très très bien vu hier soir que le RSI cassait cette oblique-là pour repartir à la hausse.
Ça, c'est le 5e point. Le 6e point, c'est la stochastique également. La stochastique, eh bien, pour le moment, là, on est toujours en zone d'achat. On va bientôt arriver en zone de surachat. Donc, il risque là de se passer quelque chose par ici. Dans cette zone-là, probablement un petit repli. Alors, aussi, le 7e indicateur, oscillateur, ce sont les bonnes de Bollinger. Il faut absolument les mettre parce que ça nous cadre dans notre activité de trading. Donc là, on le voit très bien. Là, le stochastique nous dit qu'on arrive bientôt aux zones de surachat. Il y a une résistance et il y a le Bollinger qui est là. Donc là vraiment, ce sont des éléments à ne pas omettre. Ce que l'on voit également sur le Bollinger, c'est que celui-ci, la bande inférieure, est en train de se redresser à la hausse. Voilà. Là, pour le moment, le Bollinger ne s'est encore pas redressé à la hausse. Donc, je pense qu'il ne se redressera que si l'on casse ce support ici, il se redressera. Et là, on aura vraiment, cette fois-ci, un indicateur de plus qui va nous donner l'information que les cours partent à la hausse ou non. Ou non. C'est-à-dire qu'on arrive là, ça repart. Le Bollinger se refermera ici. Celui-ci se refermera ici. On arrivera dans un canal très étroit où là généralement on revient dans la même situation, les moyennes se confondent et on attend de savoir dans quelle direction ça va partir. Ensuite, en 8e point, ce sont ces fameuses obliques ici, là que je trace généralement en daily, même en weekly, où là je remonte plusieurs mois, voire plusieurs années en arrière pour voir sur le moyen long terme quelle direction les choses risquent de prendre. Donc là, eh bien, on s'aperçoit que si les cours continuent encore de monter, et je pense qu'ils vont encore monter, on devra arriver vers 14 650, 14 700. Voilà. Ça, c'est, j'ai envie de dire, un petit peu comme le commandant sur un navire. Eh bien, il va se donner un grand objectif, partir de Paris pour arriver à New York. Il aura son grand fil conducteur. Ensuite, le 9e point, c'est la moyenne mobile 20 jours. Cette moyenne mobile 20 jours, elle est vraiment fondamentale, quoi, en fait. Quand elle commence par donner une direction, généralement, elle continue dans cette direction pendant un petit moment. Là, nous sommes en 4 heures. Je me suis mis en H4 heures. Donc là, on voit que même la moyenne mobile 20 jours est en train de se diriger à la hausse. Donc, on risque très probablement de monter encore sur le Dow Jones, même s'il y a de petits replis qui risquent de se faire, comme je vous l'ai bien montré hier, sur cette moyenne mobile là qui est ici à 10 périodes. Donc on risquerait peut-être d'avoir un repli par ici pour ensuite repartir à la hausse, ce qui n'infléchira pas la moyenne mobile 20 jours. Quand elle commence par s'infléchir, là ça veut dire que des choses se passent, quoi, en fait. Et enfin, en daily, là, en daily, là, je peux pas m'y mettre parce que j'ai ma petite fiche qui est là. En daily, vous avez remarqué durant toute cette semaine, c'est que j'avais un range qui était assez bien dessiné. Et puis ce range-là, il commençait par être de plus en plus étroit. Il n'était plus du tout significatif. C'est pour ça que j'ai tracé ces obliques-là en zoom, en H2 heures, là en H4 heures, pour voir exactement ce qu'il en ressortait de ce range-là, de quelle manière on va s'en sortir, quoi, en fait. Donc là, cette oblique-là, qui est un zoom, cette fois-ci en horaire, en 2 heures, par exemple, là je l'avais tracé en 2 heures, donc ça nous permet de voir quand le range ne répond plus, quand on touche plus les bornes supérieures ni les bornes inférieures, ça nous permet de nous guider. Donc là, il a cassé l'oblique vers le haut, donc là maintenant, moi ce que je vais faire au quotidien, je vais me remettre à nouveau en daily sur mon range et voir exactement si on vient à casser ce range encore à la hausse. Là, on aura encore cette fois-ci une 11e confirmation que les cours partent bien à la hausse. Donc là, on le voit. Salut Xred. Je viens de vous citer 11 points, 11 indicateurs. On regarde une vidéo là, j'ai bientôt fini. Tous dans le même sens. C'est vrai que c'est un excellent cas d'école. Et donc, normalement, voilà, je crois que ce que je vois, les indicateurs des oscillateurs, eux, ne mentent pas, parce qu'ils montrent les choses telles qu'elles doivent être vécues, et non les rumeurs. Donc, eh bien là, moi, je vais continuer de rester à la hausse, en daily, mais également en mode 1 heure ou 2 heures. C'est vrai qu'à des moments donnés, peut-être que quand on va arriver par là, je couperai ma position parce qu'un repli sera légitime. Parce que regardez, comme ça, quand même, drôlement grimpé, là. On est passé de 14 472, on a pris 100 points. Donc, généralement, il va se produire un petit repli de l'ordre, généralement de 50%, pour ensuite repartir. Voilà. D'où la différence entre l'intraday
est le swing, où là le swing, on aurait pu ouvrir une position ici. S'il y a un repli, c'est pas grave, on laisse faire pour toucher notre objectif qui est ici, qui va prendre plusieurs jours. Voilà. Donc j'attends vos questions et je ferai un prochain webinaire dans quelques instants probablement pour répondre à l'une de vos questions. Voilà, donc ça c'était le point réalisé par Patrick, ex-financier, avec son site boursenrel.fr dont j'ai mis le lien. Ouais, salut Xred. Alors, Codebeau, tu trades aujourd'hui? Je crois pas, il n'y a rien à faire. Non, je trade pas. Ouais, j'ai lu ton article Oyo, donc effectivement, ouais, Google et leurs lunettes ouais, sont fabriquées aux USA, une nouvelle intéressante. Et donc, comme Alors, tu vous dis, faites quoi là? ça peut être le début d'une ère de rapatriement de la production en tout cas aux États-Unis, qui peut bien sûr avoir des conséquences. Donc c'est intéressant de suivre comment ça va évoluer de ce côté. Je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Rien, moi, toujours mon short sur le DAX que je laisse courir. Donc sinon il n'y a rien du tout. De toute façon il n'y a rien à faire aujourd'hui, je crois. Pardon, Yo, tu disais quoi? Fabriqué par des entreprises asiatiques en plus, c'est ça le pire. Ça par contre j'ai pas vu dans l'article. Lis bien, tu vas voir. Ok. Alors sur le chat écrit... Donc ce n'est que du bruit. Ça en avait vu. Fred qui laissait un lien. Merci Fred pour le partage. Google. Ouais ok, ça c'était. Ok, c'était déjà partagé. Top Corée. North Korea Rocket. En fait, si tu veux, c'est Google qui a fait la conception des lunettes, la recherche. Mais ils peuvent pas la produire évidemment. Hein. Donc du coup, ils font appel à une entreprise asiatique. Ok. Sur The Guardian aussi, on avait les missiles coréens, nord-coréens, dont on parlait qui étaient pointés et en attente vers les... Enfin, pointés et pour le moment en stand-by, donc en attente, sans activité, vers les bases américaines. Ça on avait vu, Phil qui laissait un lien. La Corée du Nord dans le noir. C'est une image satellite de la péninsule coréenne qui est extraordinaire puisqu'on voit la Corée du Sud éclairée comme un pays normal. Séoul, une grosse tache blanche. Au-dessus, la Corée du Nord, noire, pas d'électricité, pas de lumière, à part cette petite tache blanche, c'est Pyongyang. Tout est dit sur le trou noir que représente la Corée du Nord. Voilà, donc apparemment, Corée du Nord qui n'est pas éclairée la nuit. Chien à bois ne mord pas. Chien qui aboie ne mord pas, disait Phil. Top qui disait en bourse, le plus dur c'est de ne pas perdre. Effectivement. D'autres images de la Corée du Nord qui n'est pas éclairée. Signe quand même d'un manque de puissance et d'énergie. Fred qui disait oui, c'est le seul pays à ne pas être éclairé la nuit, sans compter les coupures en journée. Leur arsenal c'est un gros pétard mouillé, disait Phil. On verra ça. Salut tout le monde, salut. C'est ennuyeux aujourd'hui, disait Nico. Pile ou face, je crois qu'ils avaient quand même réussi des essais nucléaires et que ça a été reconnu ça par la communauté internationale, je crois. Pile ou face aujourd'hui, Xtrade demandait Phil. Ouais, Xtrade, il y avait Phil qui demandait pile ou face aujourd'hui. Crédit qui disait hello, je suis en mode. Bah, encore plus surprenant, c'est pas au jour, c'est à la position que je prends pile ou face. Pile, je gagne, face super, ok, disait Phil. Nico qui disait ça neige toujours vers chez toi, Phil. Regarde, la neige un tout petit peu. Soleil, ça on avait vu. Je pense à toi ce matin, neige fondue. Oyo qui laissait un lien. Ok. C'est ce qu'on avait vu. Les glaciers fondent sur nous. Fred qui disait c'est Foxconn qui va fabriquer les lunettes aux USA. Cette société fabrique l'iPhone et donc les PC pour Dell. Pardon, et des PC pour Dell. Ok, merci Fred. Bon, je vais recevoir Thierry, moi, du site Market Profile, là. Enfin, je ne me rappelle plus du nom précis, je vais vous mettre l'adresse. Je vais le recevoir par Skype, il va notamment présenter son approche et il devrait faire une chronique régulière ensuite. Hebdomadaire peut-être. Thierry ? Ouais.
Ah bon? Pourquoi t'as l'air pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est-à-dire que je vais attendre de voir ce qu'il dit. Mais il va venir régulièrement, c'est ça? Bah ouais, moi je connais pas le market profile, c'est quelque chose qui intéresse pas mal de monde, l'étude de la distribution et du volume, donc je pense que ça peut être intéressant. Il a l'air d'être quand même bien calé là-dessus, donc voilà. Ok, donc on va appeler Thierry. Allô? Oui Thierry? Oui Fabien. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Donc bienvenue sur videobourse.fr. Donc pour ceux qui nous écoutent, comme je l'avais dit tout à l'heure, on reçoit Thierry. Alors, tu peux redonner l'adresse précise de ton site, parce que je sais que c'est le site sur le Market Profile, mais elle est assez longue l'adresse, à chaque fois j'oublie le début. Alors bonjour à tous déjà. Ouais, l'adresse du site donc c'est www.trading-du6 et marketprofile en un seul mot.com. Ok, alors je vais partager cette adresse sur le chat écrit. Et donc on va commencer. Déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je te laisse te présenter, on va dire boursicotement parlant, depuis quand tu es sur les marchés, et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as appris, et si tu souhaites illustrer ça, bien sûr tu peux partager l'écran. Ouais, alors partager l'écran, vu que les marchés sont fermés aujourd'hui, ça va être un peu compliqué, il n'y a pas grand-chose, mais oui, je pourrais éventuellement lancer la plateforme si ma connexion ne donne pas. Donc voilà, donc moi ça va faire, moi je suis nouveau, hein, je suis pas ancien sur les marchés, hein, ça fait à peine 2 ans que je suis sur les marchés. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire peut-être des fois quand je parle, mais en fait l'avantage que j'ai eu moi, c'est que j'ai vite compris en fait ce qu'il fallait faire et ne pas faire surtout. Et voilà, donc ça m'a permis d'apprendre, on va dire en tout cas, des outils qui n'étaient pas il y a 2 ans en arrière, qui n'étaient pas vraiment encore à la portée de tout le monde. Ça se développe un peu plus maintenant. Il y avait, disons qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes à l'époque qui donnaient tout ce qui était market profile, enfin toute la microstructure des marchés. Et en fin de compte, moi je suis tombé dessus. Bon, je m'y intéressais déjà un petit peu avant, mais bon, il n'y avait pas grand-chose, surtout en français, même si l'anglais me gêne pas vraiment. Mais il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc en fin de compte, et c'est un jour par hasard en tombant sur le site FXCM, donc où il y avait la fille de Niocause avait lancé là-dessus, voilà, où j'ai pu me développer et avec Kevin Touch et ainsi de suite. Voilà, donc moi je fais ça depuis, je ne fais que ça, et en fin de compte j'ai réussi à trouver ma stratégie. Bon, j'étais un peu comme tout le monde au départ, hein, c'est-à-dire j'étais sur le Forex, CFD, et puis mais bon, je me suis après un petit déboire, même si moi j'ai jamais cramé de compte, par contre je précise que ce soit en démo ou en réel, avec un petit déboire qui n'était pas méchant, mais ou voilà un slippage qui était pas forcé d'avoir lieu, on va dire, sur mon broker CFD, m'a fait arrêter les marchés de gré à gré et partir sur les vrais marchés, donc sur les futurs. Et donc je trade sur les futurs depuis fin de l'été dernier, donc depuis fin août maintenant. Et je suis passé en professionnel depuis le mois de mai dernier, donc ça va faire 1 an. Voilà, je m'étais donné 1 an pour le faire, et vu que ça fonctionne bien, et ben voilà, donc je continue, et donc je vis du trading, je ne fais que ça, et ça va faire 2 ans que je ne fais que ça, on va dire presque 24 heures sur 24, hein, on se dit, mais sauf quand je dors, et encore des fois j'en rêve. Voilà. Ok Thierry, donc un trader assez récent finalement, mais très actif, et puis pour le moment qui réussit, puisque rares sont ceux qui réussissent. On connaît les statistiques au niveau des traders particuliers, on est sur 9 sur 10, et encore même qui disent plus de traders perdants. Donc toi, comme tu dis, déjà t'as jamais tradé de compte, jamais
cramer de compte qui est assez rare. En général, quand on commence, on a tous tendance à cramer les petits comptes, surtout quand on est sous-capitalisé. Tu dis que tu fais ça de manière professionnelle. Pour ça, il faut quand même de la volonté, de la confiance dans son approche et un certain capital. Bravo, c'est un pas quand même important à franchir. Donc, en tout cas, aussi rapidement de passer en activité principale, c'est quand même l'objectif de beaucoup de monde, puisque ça permet une liberté incroyable. Alors, maintenant qu'on a écouté un peu ton parcours, je te propose de nous en parler plus particulièrement de ton approche et ta manière de voir le trading, que ce soit dans ta lecture. Alors, on se doute bien, vu le nom de ton site Market Profile, que c'est basé beaucoup sur le Market Profile, donc l'étude de la distribution et des volumes. Combien de temps tu restes en position? Bref, de parler de trading un peu plus concret si tu le veux bien. Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, juste avant de parler de trading, juste revenir sur un point que tu as dit quand tu parlais de capital. Alors, c'est pas forcément la bonne approche que j'ai eue peut-être, mais moi je ne suis pas surcapitalisé, loin de là. Je peux même dire que j'ai été sous-capitalisé, puisque moi j'ai ouvert mon premier compte de trading avec 1000 $. Donc c'est pour dire que même en ayant un petit capital, à partir du moment où on sait ce qu'on fait et on a confiance en cette méthode, surtout, faut pas oublier que les marchés financiers, en tout cas pour moi, tout ce que je vais dire là, ça n'engage que moi, hein, attention, je précise bien. Voilà, donc ce ne sont que des probabilités. Donc à partir du moment où la méthode de trading met les probabilités de son côté au moins à 80%, et qu'on a confiance dans ce qu'on fait, même avec un petit capital, on peut démarrer sur les marchés du futur. Voilà, il faut juste faire attention, et comme le disait ce que j'écoutais tout à l'heure, je suis passé vite fait sur ton site là où tu avais mis une vidéo de je sais plus qui d'ailleurs qui disait comme quoi il fallait couper ses pertes, ça c'est primordial. Voilà, pas laisser courir ses pertes. Voilà, donc ça c'est, je vais juste revenir là-dessus au niveau du capital. Et moi je trade sur le broker, enfin si je peux le dire, sur Infinity Future, qui a un dépôt minimum de 2500 $, et j'ai ouvert mon dépôt avec le minimum, donc avec 2500 $. Voilà, donc j'ai fait par rapport au broker, tu peux absolument tout dire, il n'y a pas de problème, donc que ce soit en bien ou en mal, tu peux citer des noms, moi ça me pose aucun problème. Voilà. Ok, ça marche. Voilà, donc moi j'ai ouvert avec 2500 $ de capital au départ, voilà, et vu que j'ai fait monter un petit peu mon compte au début, bien sûr, obligé, et après, vu que je retire moi tous les mois, puisque je vis du trading, hein, c'est ce que j'expliquais, voilà, donc je retire la partie que j'ai besoin pour vivre et je laisse l'autre partie sur le compte pour le faire monter. Voilà, mais donc c'était juste une parenthèse au niveau du capital. Quand on dit qu'il faut avoir un gros capital, alors oui, c'est un avantage. Parce qu'en fin de compte après on est beaucoup moins stressé et on va dire on trade un peu différemment. Après tout dépend de la façon de trader. Voilà. Donc okay. Et par rapport au fait d'en vivre, t'es en France toi ou t'es dans un autre pays? Non, je suis en France, moi, je suis pas loin de Toulouse. Hein. D'accord. Et on sait qu'au niveau fiscal, c'est assez complexe. Est-ce que tu arrives tu t'es bien débrouillé toi de ton côté ou t'as fait appel à des experts comptables, des choses comme ça? Alors oui, j'ai l'avantage d'avoir ma copine qui est expert comptable, donc ça arrange bien les choses. Et puis en fin de compte, oui, moi je me suis mis en statut auto-entrepreneur sur le conseil et formation sur les marchés financiers, ce qui est un petit peu compliqué d'ailleurs au début, hein, puisque j'ai eu pas mal de contacts avec le RSI au départ. Voilà, pour préciser un peu l'activité. Donc ce qui inclut le trading, hein, je précise. Et comme j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon boulot, donc pour arrêter, j'ai bénéficié de l'ACRE, et ce qui fait qu'avec mon fin de compte, je déclare ce que je prends. Voilà. Ok, très bien. Par contre, au niveau des questions, s'il y a des choses que tu ne souhaites pas répondre, etc., tu me le dis tout de suite. Hein, moi, il n'y a pas de problème. Non, moi, si tu veux pas rentrer dans les détails, tu me dis tout de suite. Voilà, merci. Ouais, donc, bon, moi personnellement aussi, hein, tu vois, je me suis bien débrouillé par rapport à. Bon, alors, en l'occurrence, moi, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés. J'ai eu des périodes de fortes gains, j'ai eu aussi des périodes de pertes. Donc, l'un dans l'autre, bon, j'ai eu parfois déclaré des gains, etc. J'ai réussi quand même à bien me débrouiller en contactant directement les impôts, en faisant les démarches, etc. C'est vrai qu'il y a un certain flou. Alors, peut-être que c'est mieux maintenant, j'en sais rien. Mais bon, c'est quand même pas impossible. On peut quand même avoir quelques renseignements. Bon, a priori, toi aussi, tu as réussi à bien te débrouiller de ce côté-là. Donc voilà, parce que c'est quand même une des questions, ça, dès qu'on commence à gagner, qui pose pas mal de problèmes en France, c'est pas très clair. Mais bon, moi personnellement j'ai réussi à me débrouiller, et il y a plusieurs personnes, je sais, qui ont réussi à se débrouiller également.
Ouais, non, c'est clair. C'est vrai que c'est pas fait. On va dire, si tu prends, enfin, les renseignements en France, voilà, t'as beaucoup de flou, beaucoup de flou, pardon, sur les marchés financiers. Puis alors, des gens, ils séparent bien ce qui est action, ce qui est forex, enfin, voilà, tout ça. Donc, c'est pas évident d'avoir les bonnes réponses, et même auprès des impôts. Ça, je suis d'accord. Mais bon, après, voilà, ça se fait, et il faut profiter des fois des avantages qu'on peut avoir, voilà, pour éviter de trop payer. Et après, bon, moi, je suis sur un broker américain, donc voilà, donc ça aide aussi. Ok. Alors, bah, je te laisse enchaîner sur la suite. Voilà, donc sinon, moi, je suis en fait, je suis un scalper, puisque je suis quelqu'un qui n'arrive pas à rester en position, ou alors pas du tout, même à court terme, j'ai du mal. Donc, moi, je ne fais que scalper, ou du très très court terme, on va dire. Donc, je me suis mis, voilà, une méthode de trading qui est basée donc sur le market profile, sur le volume composite et sur le footprint avec les divergences et les bandes de Bollinger. Voilà, c'est le seul indicateur réellement technique, on va dire, que j'ai, et encore il est basé que sur la volatilité. Donc voilà, c'est ma façon de trader à moi, et je me sers du VWAP aussi, mais bon, qui est toujours en rapport avec le volume. Et voilà. Donc je ne trade que comme ça, et je ne prends que des positions que sur des points précis. Et voilà. Et en règle générale, c'est vrai que voilà, la plupart de mes trades sont gagnants. Bon, je suis pas un gourmand, c'est-à-dire que je fais pas du trading pour être riche, hein, comme des fois je peux entendre sur certains forums. Moi, je fais du trading pour pouvoir en vivre, donc parce que j'adore ça. Et voilà, donc je suis pas gourmand, je prends ce que j'ai à prendre, je donne ce que j'ai à donner, parce que bon, pour prendre, il faut savoir donner, malheureusement. Mais bon, ça arrive. Et voilà, et je prends ce qu'il y a à prendre, et je prends ce que j'ai besoin pour vivre. Voilà, j'ai un objectif minimum journalier. Et voilà, après le pourcentage du compte, machin et tout, je m'en fous, je rentre même pas en compte là-dessus. J'ai un objectif journalier, voilà, s'il est dépassé, bah, tant mieux, et s'il n'est pas dépassé, ben, il se rattrape sur les jours d'après. Donc, et ça me suffit, et je cherche pas plus. Donc je ne rentre pas, je suis pas un scalper qui va mettre 10 contrats futurs à 125 $ le point. Voilà, moi je rentre avec entre 1 et 3 contrats, suivant ce que j'ai, suivant mes points d'entrée. Voilà, donc c'est où je vais mettre 3 contrats si je suis sûr à 95% de mon trade. Et je vais le mettre en multi-bracket, c'est-à-dire avec plusieurs TP, et si jamais avec un stop serré, et si jamais je suis un peu moins sûr qu'il y a un peu plus de risque sur mon trade, et ben je vais mettre moins de contrats et je vais écarter mon stop. Voilà, donc moi je trade comme ça. D'accord, ok. Alors comment t'en es venu à ce type d'approche? T'as répondu en partie, donc t'as dit que c'était, pardon, Nyokos sur les forums DailyFX qui t'avait initié un peu à ça au départ. La plupart de l'information et de la formation, notamment gratuite, qu'on peut trouver sur le net, nous ramène vers l'analyse fondamentale en petite partie, mais en grande majorité vers l'analyse technique, et donc avec des outils plus classiques comme le RSI, les stochastiques, les moyennes mobiles, etc. Toi, en fait, en gros, qu'est-ce qui t'a fait te détourner de ça, en fait, puisque, on va dire, la grande majorité des médias te dirigent vers ça? Bah oui, et c'est pour ça qu'on a 90% ou 95% de perdants sur les marchés. Donc, enfin, en tout cas, c'est ma vision à moi. Donc, ce n'est que du marketing pour moi, et voilà. Donc, si tout le monde gagnait sur les marchés, il y aura un problème. Donc, pour moi, tout ce qui est analyse technique, et encore une fois, ça n'engage que moi, je le répète, ce n'est que c'est du 50-50, c'est du pile ou face. C'est-à-dire pour moi, quelqu'un qui va tracer un support par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, hein, si je peux m'exprimer comme ça, et ben en fin de compte, quand on arrive sur ce support, pour moi, t'as autant de chances que ça monte que ça retrace. Donc voilà, pour moi, c'est pas, on va dire, l'analyse technique, pour moi, n'est pas fiable. Voilà, les indicateurs sont basés sur le temps passé, encore une fois. Donc voilà, quoi. Moi, j'aime bien prendre à l'instant T, avec des outils qui vont me donner ce qui se passe à l'instant T. Et pas ce qui s'est passé avant, je me fous complètement de ce qui s'est passé avant, et je ne me base que là-dessus, et parce que je vais rentrer maintenant, et donc je veux savoir ce qui se passe maintenant. Donc j'ai des outils qui m'aident à savoir après il y a le carnet d'ordre, il y a le tape, hein, voilà, tout ça, qui aide.
enfin, en tout cas avec ma façon de trader. Donc voilà, c'est pour ça que moi l'analyse technique, de toute façon c'est simple. Hein, là par contre je dirais pas de, je vais pas dire de nom, mais quand tu écoutes des lives de certains brokers qui font des morning meetings, des choses comme ça, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que tu y vas, tu écoutes dans quel sens ils te disent d'aller, et tu vas dans le contraire, tu es sûr de gagner. Voilà. Donc pour moi l'analyse technique pour moi c'est pas la bonne approche, et c'est pour ça que j'ai voulu développer, j'ai fait mon site. Pour que tout le monde, parce qu'en français c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, en tout cas c'est très cher, il y a celui de Kevin Touch, hein, bien sûr, Trading Analyse, mais qui est très cher, donc moi c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup en français, et si jamais ça peut donner la possibilité à tout le monde d'essayer de voir un petit peu, parce qu'on a quand même des années devant nous avant que tout le monde se mette à ça, à mon avis, donc il y a un peu de marge, et en tout cas si ça peut les aider, en tout cas j'ai fait ça dans le but là. D'accord, ok. Alors, donc tu dis, d'après toi, c'est pas le top, donc ça ne permet pas de mettre en tout cas les probabilités dans son sens que de faire de l'analyse technique. En revanche, tu dis que tu arrives à mettre les probabilités dans ton sens en étudiant donc le market profile, les volumes, etc. Alors aujourd'hui, on va rester assez sommaire parce que c'est plus la présentation. L'idée, c'est que tu reviennes régulièrement dans l'émission, voilà, sur des petites chroniques assez courtes. Donc, au niveau de quels sont les avantages, d'après toi, qui permettent de mettre les probabilités dans ton sens par rapport à cette étude? Quels sont les facteurs qui font que quand on a tel seuil qui a été beaucoup travaillé, où il y a eu particulièrement d'échanges, eh bien on peut s'en servir par la suite? Alors, si tu veux, moi par exemple, mes niveaux de support et résistance, parce que je travaille avec des supports et résistance comme tout le monde, bien sûr, en tout cas sur certains points, je l'ai fait avec le market profile. En fin de compte, je vais prendre des zones, je vais tracer mes supports par rapport à des zones qui sont qui se regroupent sur le même prix. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple un POC, donc un point of control pour ceux qui connaissent le market profile, qui était la zone qui a été le plus travaillée en TPO, hein, et éventuellement s'il y a 2 ou 3 POC qui s'alignent sur le même prix, ça va être un bon support ou résistance, et éventuellement les zones de valeur aussi hautes et basses. Voilà, parce qu'en fin de compte, 70% du temps, le marché se passe dans ces zones de valeur au niveau du market profile. Donc quand on casse ces zones de valeur par le haut, par le bas, voilà, on sait qu'en général, ça ralentit souvent là-dessus. Donc quand tu as voilà, moi je trace mes niveaux en mensuel, en semaine et en journalier. Donc quand tu as des niveaux en mensuel, par exemple, c'est vrai, où tu as 2-3 POC qui s'alignent, par exemple, ou un POC, une zone de valeur, ou un truc comme ça, ben, en général, tu as souvent un retracement là-dessus, et pour moi qui suis scalper, puisque je cherche pas la durée, ben, en fin de compte, voilà, je prends souvent mes gains là-dessus sans problème. D'accord, ok. Bah alors juste pour finir, on va bientôt toucher à la fin de la chronique. Au niveau de ton broker, déjà est-ce que tu peux me donner l'adresse? Et également, quel est l'avantage pour toi d'aller sur des marchés futurs plutôt que sur des CFD? Tu as parlé de problèmes au niveau de cotation des fois? Bah oui, on va dire que le marché du Forex ou le marché des CFD sont les marchés gré, hein, on va dire c'est des marchés inventés, hein, créés, on va dire, plutôt. Donc, en fin de compte, c'est les market makers qui font ce qu'ils veulent. Donc, bah voilà, il suffit de se faire avoir une fois ou deux. Moi, c'était qu'une seule fois, et pas énorme, hein, j'avoue. Donc, je m'en suis quand même sorti, donc c'était bon. Mais j'ai préféré aller voilà sur des vrais marchés où même si les marchés on sait qu'ils sont manipulés, ça il n'y a pas de souci à tout niveau. Mais au moins il y a aucun conflit au niveau du broker. On est sur un vrai marché. Ce que toi tu vois, c'est ce que tout le monde voit. Il y a aucune différence. C'est pas une question de flux. Voilà. Donc si tu veux, c'est pour ça que moi j'ai voulu aller sur on va dire trader avec la tête tranquille à ce niveau-là et pas avoir de soucis à me poser. Est-ce que je vais être slippé? Est-ce que la captation est bonne? Est-ce que la mèche qui vient d'y avoir là, elle est bonne? Souvent, c'est arrivé que elle a été fausse. Donc voilà, moi j'aime bien trader. Enfin, quel que soit le métier que j'ai fait, j'ai toujours voulu trader l'esprit tranquille. Donc pour trader l'esprit tranquille, bah, il faut se donner les moyens et aller où il faut. Voilà. Et mon broker, donc, c'est Infinity Future. Alors, je vais chercher... Attends, c'est pour les CLRS. Infinity Future... Ouais, avec un Y, Infinity à la fin, Future attaché avec un S. Infinitybrokerage.com, non? Ouais,
Ouais, ça doit être ça. Ah ben ouais, en fait, ça s'appelle infinitybrokerage.com, mais c'est Infinity Future qui a marqué en haut. C'est un site vert, c'est ça, vert et blanc? C'est ça, ouais. Ok. Voilà, donc ça, c'est mon broker. La plateforme, elle est au niveau exécution, hormis TradeStation que j'avais testé, j'ai pas encore vu mieux. C'est vraiment une exécution immédiate. On peut, voilà, on rentre en simple bracket, en multi-bracket, comme on veut, tout est programmable. Donc TradeStation, FXM aussi la propose, je crois, TradeStation, c'est ça? Non, ça c'est la Trading Station. Ah oui, d'accord, donc TradeStation, d'accord. Donc TradeStation, c'est un broker à part entière, un broker américain avec la plateforme. D'accord, donc toi tu es chez Infinity Future, mais tu utilises la plateforme TradeStation, c'est ça que tu dis? Non, je l'ai testé TradeStation, mais je parlais au niveau exécution, parce que bon, c'est quand même vachement important d'avoir une plateforme, surtout en scalping, qui t'exécute instantanément pratiquement, donc qui n'ait pas de latence du tout. Et c'est pour moi les deux plateformes pour l'instant que j'ai testé en réel qui sont vraiment bien. D'accord, ok. Alors, si tu as encore quelques minutes, il y a quelques questions qui avaient été posées, je vais te les transmettre. Alors, ça on avait vu, ok, tu avais répondu. C'est génial ce que j'entends. Plein d'espoir, disait Crédit. Hello Thierry, je veux tout savoir sur tes différents échecs et bien sûr réussites. Bon, on en a déjà pas mal parlé. Alors après, de toute façon, si les gens veulent en savoir plus, je pense qu'ils peuvent se rendre sur ton site. Il y a un forum. Alors par contre, il y a une partie payante. Le forum actuellement est payant, c'est ça? Alors ouais, le forum, moi je l'ai fermé en fait parce qu'il y a eu un afflux auquel je ne m'attendais pas. Hein. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert, ça va faire 4 mois le forum, hein. Enfin le site en général. Donc il y a eu un afflux que je ne m'attendais pas du tout. Et vu que je voulais pas, je veux me démarquer un petit peu justement de tout ce qui se fait, je voulais pas du tout un forum comme on peut voir sur beaucoup de sites où il y a de tout et de n'importe quoi dedans. Donc je l'ai après là on est 83 je crois dessus. Et voilà, ça suffit largement, ça me fait largement assez de travail puisqu'en fin de compte je fais un peu le concept qu'avait fait Kevin Touch sur son site, mais en beaucoup moins cher on va dire, des questions-réponses par vidéo. Donc je fais tout par vidéo, à chaque fois que j'ai une réponse ou voilà, mes analyses je fais tout par vidéo que je poste sur le forum donc en accès restreint. Et donc voilà, ça fait déjà largement assez de travail. Mais par contre voilà, c'est vrai que là je suis en train de mettre, il sera mis en place ce week-end. Je vais mettre en place un forum public dessus. Voilà, donc comme ça, si les gens veulent avoir des renseignements, ils pourront s'inscrire sur le forum public et ça leur coûtera rien, il n'y aura pas de souci. Ok. Alors, une autre question, c'était, est-ce que tu as suivi des formations payantes ou gratuites, mais si tu as des sites que toi-même tu as suivis? Oui, alors j'ai pas fait, on va dire, oui, j'ai fait une formation, 2 formations payantes sur le site de Kevin Touch, où j'ai fait la formation sur le Minido et j'ai fait la formation sur le carnet d'ordre et le tape, parce que ça me semblait vraiment indispensable. Et voilà, donc ce sont les seules formations que j'ai faites payantes. D'accord, ok. Et tu les recommandes? C'était une bonne expérience? Sur le Miniso, non, parce que c'est un peu dépassé maintenant, la formation date de 2009, donc non. Par contre, le carnet d'ordre et le tape, oui, si on s'intéresse vraiment à la microstructure et qu'on est scalper, je précise, parce que le tape, si on fait du swing, aucun intérêt. Donc, mais si on est scalper au court terme, oui, le tape, formation carnet d'ordre et le tape, très bien. D'accord, ok. Alors, Phil qui demandait si tu avais des news de Nyocause. Nyocause est sur mon site. Et sur mon forum, pardon. Voilà, donc bon, il participe pas beaucoup, mais il est là. J'étais en contact avec lui, oui, j'ai parlé avec lui l'autre fois par Skype. Et voilà. D'accord, ok. Alors ça, on avait vu, là. Un trader qui peut nous servir de modèle pour beaucoup de monde, disait Crédit. As-tu suivi une formation? Ça, on avait vu. Des livres? Non, est-ce que tu en as vu des livres? Oui, j'ai lu le livre de Dalton sur le market profile, bien évidemment. On va dire que c'est un peu ma bible, hein, à la base. Sinon, oui, j'avais même acheté, puisque moi j'ai toujours été, enfin je me suis vite aperçu que j'étais, comme je restais pas en position, donc j'étais plus basé sur le scalping ou le court terme. Donc j'avais essayé, au tout début d'ailleurs, le livre sur le scalping de Stéphane Saudutel. Voilà. Mais bon, comme en plus avec la plateforme WHS, donc je suis pas allé chez eux, et puis voilà, puis en fin de compte, ça me correspond pas, quoi. Mais le market. D'accord, ok. Alors, j'aimerais en savoir plus sur son stage, ça on avait vu. Les outils qu'il conseille pour l'instant T, je crois que tu en as déjà parlé, hein, les outils que tu conseilles pour l'instant T, en tout cas c'est ceux que tu utilises, hein, donc c'est quoi? Ouais. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Bah, en fin de compte, oui, mes prises de décision, moi, bon, sont avec mes zones de valeur, les bandes de Bollinger, les volumes et les VWAP, le VWAP. D'accord, ok. Alors, on demandait
comment peut-on le suivre? Site, blog, Twitter, Facebook. Alors je vais remettre l'adresse vers ton site, donc trading-marketprofile.com. Ouais, alors pour l'instant, j'ai pas de réseaux sociaux. Je suis, parce que alors moi, j'ai une sainte horreur de Facebook, par exemple. J'avais même un compte perso que j'ai fermé parce que tellement ça m'énervait de recevoir des mails de jeux et tout comme ça. Donc j'avais fermé et en fait, bah oui, je crois que je vais en ouvrir un pour le site. Voilà, comme ça je mettrai quelques infos dessus, des chartbooks dessus, éventuellement s'ils veulent, pour ceux qui utilisent la même plateforme que moi, je précise. Donc moi, par contre, en parlant de plateforme, j'utilise la plateforme d'analyse de Sierra Chart exclusivement. Donc voilà. Ok. Alors, ça on avait vu. Ok, Top qui disait, utilises-tu le VWAP moyenne pondérée par les volumes? Il calcule aussi le POC en temps réel. Ah oui, c'est ce que je dis, j'utilise le VWAP. Donc le VWAP, moi j'utilise, mais en fait, j'utilise pas toutes les standards de déviation. J'utilise que donc le VWAP principal et les standards de déviation 4 uniquement. D'accord, ok. Phil qui demandait, tu vas chercher combien de points et combien de points tu risques en moyenne par trade? Eh bien, en général, bah, ça dépend du nombre de contrats que je mets en fait. Quand je mets un contrat, donc je vais risquer 10 points maxi, donc 125 $. Sur un contrat, ou 100 $ suivant ce que je trade. Hein. Et je vais prendre. Alors sur un contrat, ça dépend en fait. Je mets un stop à 10, mais si je sens que ça part contre moi et que j'ai une chance que ça aille toucher mon stop, en règle générale, je vais sortir maxi à 5. Ça c'est un truc que j'arrivais pas à faire d'ailleurs avant. Que j'arrive très bien à maîtriser maintenant, donc tant mieux pour moi. Et par contre, pour les objectifs, je vais avoir un objectif si j'ai un contrat maxi à 5 points. Voilà, D'accord. Par contre, si je mets 3 contrats, là je mets un stop en règle générale à 10. Donc là, c'est 375 $ de perte maxi si jamais ça va contre moi. Mais je dis, moi, j'ai jamais été touché à 10 points. Quand je sens que ça part de côté, je sors avant. Et par contre, je mets 3 take profit, donc avec, suivant ma stratégie. Je mets un de suite pour sécuriser le trade, parce qu'en futur, bon, vaut mieux, il y a des commissions quand même derrière. Donc, vaut mieux sécuriser le trade et ne serait-ce qu'avoir 1 ou 2 ticks de gain, c'est toujours ça. On sera toujours être positif. Et je mets un stop à 0 très rapidement et je laisse, donc en général, 3 points, 5 points sur les 2 premiers TP. Et le troisième, je me laisse le loisir éventuellement de le bouger si jamais je vois que le sens continue dans mon sens. Le marché va dans mon sens. Ok. Et au niveau des futurs, tu payes moins ou plus de commissions par rapport au CFD? Ah non, c'est beaucoup moins cher. Il faut savoir que alors ça dépend comment tu rentres, mais quand tu rentres lance conditionnel sur les futurs, tu ne payes pas de spread. Donc tu pars à 0 à l'entrée et à la sortie. Par contre, c'est vrai que, alors si tu veux, les futurs c'est un peu différent parce qu'en fin de compte, tu passes je trouve pas le terme en français, en queue si tu veux. Donc quand tu as un ordre par exemple à un certain prix, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc si tu es arrivé dans les derniers, tu risques de pas être exécuté sur ton prix, donc il va falloir que ça monte d'un tick en plus pour être exécuté. Ou alors tu vas être pris si jamais ton tour arrive. Et donc tu sors, donc tu n'as pas de spread ni à l'entrée ni à la sortie. Par contre, tu payes les commissions. Mais les commissions, par exemple, par aller-retour et par contrat, en gros, on va dire sur les indices américains, c'est dans l'ordre des 4 $. Quoi. Donc ça revient beaucoup, beaucoup moins cher si tu mets au prix du tick. Voilà. D'accord, ok. Moi personnellement, de toute façon, vu que je connais pas bien le market profile, je pense que je vais suivre la formation là que tu proposes. Alors comment est-ce qu'on compose et combien alors le prix je crois c'est 89 €, c'est ça, mais ça se compose comment? C'est un ensemble de vidéos déjà réalisées ou il y a un suivi en direct et par rapport au forum là, comment ça se passe en fait? Alors si tu veux, en fin de compte, j'ai fait cette formation même si 89 € ça peut paraître éventuellement cher pour certains, ce que je peux comprendre. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas fait pour le prix, je l'ai fait surtout pour donner les moyens à n'importe qui démarre sur les marchés financiers d'utiliser des bons outils et d'avoir une méthode, une stratégie où les probabilités sont bonnes, en tout cas, voilà, de pouvoir démarrer sans perdre au moins son capital rapidement. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, en fin de compte, j'ai pas fait une formation un peu comme on peut trouver. Encore une fois, j'ai voulu me démarquer un petit peu des autres. C'est-à-dire que j'ai fait un module de formation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai fait un module de formation qui va rassembler le market profile, le volume profile, les divergences avec le footprint et la stratégie
Ce qui fait que si les gens y suivent, oui, ce sont des vidéos donc, que j'ai faites, hein, mais je les ai fait, je l'ai pas mis, je l'ai mis le week-end dernier en ligne seulement. Donc je les ai faites la semaine d'avant, hein, ou même le week-end encore. Voilà, donc c'est pour bien expliquer, donc au moins les gens sauront, bon je l'explique hein, sur la petite vidéo d'introduction que j'ai mis, ils sauront tracer leur niveau avec le market profile, savoir comment repérer les zones de single print, puisqu'il faut savoir que donc des niveaux d'acceptation et de réjection des prix au niveau du market profile. Confirmé avec le volume composite éventuellement, surtout avec ces rachats, parce qu'on a des volumes qui se mettent en automatique. Donc ça c'est très bien pour ce qu'on appelle les pick and valley ou ceux qui sont chez FXCM et qui utilisent les indicateurs de Robocode qui s'appellent les LVN, HVN je crois. Voilà, donc ils se mettent en automatique et ça c'est vraiment très fiable en général. Et plus le footprint, voilà, donc avec une approche, donc je rentre pas du tout en détail sur chaque indicateur ou chaque représentation graphique, mais par contre je donne la base pour pouvoir voilà, se créer une stratégie et essayer de ne pas perdre. Ok, parfait. Alors, dernière question, on terminera là-dessus pour aujourd'hui. Top qui demandait combien de positions en moyenne par jour? Alors, ça dépend. En fait, moi je rentre pas pour rentrer, je ne trade pas pour trader, je ne trade que sur des points fixes. Donc j'en sors un petit peu en ce moment, mais bon j'évite. On va dire que je rentre vraiment. Alors je peux prendre, je sais pas, je veux dire 3-4 trades le matin peut-être et entre 2 et 4 trades l'après-midi, ou des fois j'en prends que 2 le matin si j'ai pas d'opportunité. Des fois je fais 2 trades et je fais ma journée sur le matin avant l'ouverture à 9h. C'est ce qui m'est arrivé avant-hier matin, voilà, sur l'euro et sur le Bund. Donc parce que j'étais sûr des points qu'il y avait, donc et encore ça bougeait pas encore trop parce que les marchés n'étaient pas ouverts, donc c'était vraiment parfait. Et puis voilà, donc après ça on va dire que ça varie. J'ai rarement fait, moi j'entends beaucoup de scalpers qui font 70-80 trades par jour, je leur tire mon chapeau, mais bon ça demande une concentration. Moi, avec ma façon de trader, ça me permet de scalper sans être sans rentrer autant de fois en position. Ok, donc en gros, en moyenne, si tu devais faire une moyenne hein, rapidement, ce serait de trades? Ouais. Je sais pas, en journée, je vais dire, allez en moyenne 4 trades. 4 trades par jour, ok, très bien. Bah écoute, merci Thierry, c'était déjà un entretien assez long, on a débordé. Juste pour, j'ai mis le lien vers ton site, est-ce que tu peux aussi donner le lien vers ta formation, précisément? C'est où que je la trouve sur le site? Eh ben en fin de compte, quand tu es sur le site, complètement à droite, tu as un onglet formation. Alors, marque profile, microstructure... lien utile, Mumble. T'as un Mumble également. Ouais. Derniers articles. Alors je vois pas formation. Attends, c'est où? En haut, tu sais, tout en haut là où tu as. Ah oui, d'accord. Tout en haut, Trading Room, calendrier économique, news, graphique, accès membre. Voilà. Et après encore. Ah pardon. Bah non, j'ai rien. Attends, je vais mettre sur mon autre page parce que. Si elle a disparu, c'est pas normal. Alors oui, c'est le tout dernier, ok, formation. Voilà, accès membre, indicateur, et après tu as formation. Ok, donc ça je vais partager le lien. Alors juste pour insister, parce que toi quand même ton intérêt de venir ici et de partager, c'est aussi de faire connaître ton site, parce que je suppose que c'est un gros boulot. Donc au niveau de ton site, je vois qu'il y a plusieurs sections. Donc là la partie formation, j'ai partagé le lien sur le chat écrit. Il y a une partie donc trading room, ça c'est quoi? Comment ça se passe pour y accéder? En fin de compte, la trading room, là, je peux pas la faire actuellement parce que de chez moi, j'ai vraiment pas une bonne connexion. Donc là, je suis en train de chercher à déménager. Donc je pense que ce sera réglé fin de printemps ou début d'été. Mais après, oui. Donc en fin de compte, je vais faire des sessions de trading en live, voilà, où je vais avoir un accès à tous les commandes, à tous les ordres passés par les grosses banques, enfin en tout cas des gros institutionnels. Voilà, donc on aura Goldman Sachs, JP Morgan quand ils vont rentrer en position avec ton contrat à tel niveau de prix, voilà. Donc ça va être assez sympa. Donc ça, oui, ça va être en place. Après, je vois que tu as la partie donc accès membre, il y a notamment forum privé et devenir membre. Alors ça, comment ça se passe en fait? Comment on devient membre? Tu as dit que le forum était devenu payant, c'est ça? En fait, voilà, tu vas sur devenir membre et sur devenir membre, tu as les explications donc du forum, un peu ce qui se passe, et ça permet et tu payes en fait pour avoir accès au forum. Donc là, c'est vrai que par défaut, je l'ai mis mensuel ou annuel.
Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a qui s'inscrit il y a 3 semaines là maintenant et qui m'avait demandé voilà s'ils pouvaient payer autre si tu veux que ça. Donc j'ai dit oui, on peut faire 3 mois, 6 mois, ça m'est égal. Donc voilà, je lui avais envoyé un lien avec 3 mois, donc il a pris 3 mois et puis après il verra après. Et voilà, donc je suis complètement ouvert. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation. Ok. Donc les prix c'est, je vois, 49 € par mois ou 400 € à l'année, c'est ça? Ouais, voilà. Ok, et sinon, j'ai fait donc 140 € pour 3 mois, je crois. Et disons que ça met surtout. Alors j'ai fait payant parce que voilà, je voulais pas que les ressources partent n'importe où, même si j'ai essayé de les sécuriser un maximum. Mais bon, c'est toujours qu'on arrive toujours à se faire avoir. Donc voilà, j'ai estimé qu'au moins les gens d'une qui allaient payer, même si c'est pas excessif, hein, au moins pourraient bénéficier de toutes les ressources et puis ils seraient peut-être un peu moins enclins à partager les ressources qu'il y avait dessus. Ok, voilà, très bien. De toute façon, je comprends ta justification, hein. De toute façon, il n'y a pas de problème, toute recherche et tout travail mérite salaire, donc moi je trouve ça tout à fait normal, même si moi mon modèle c'est du gratuit, c'est normal qu'il y ait du contenu payant, je comprends tout à fait en tout cas ta démarche. Alors, je continue, alors je vois indicateurs, donc là, qu'est-ce que c'est des indicateurs qui sont proposés gratuitement, est-ce que c'est payant, en fait, comment ça... Alors en fait, oui, là c'est un indicateur, donc un de nos membres, donc là c'est pas du tout pour moi, je précise, hein, voilà, mais qu'il a donc développé lui-même, qu'il a codé donc lui-même pour Sierra Chart, hein, je précise. Donc c'est un indicateur de divergence. En fin de compte, ça va être plus qu'un indicateur, puisqu'en fin de compte, je pense que d'ici 6 mois, donc il y a plusieurs versions. La première version est sortie, donc les gens peuvent faire une démo gratuite s'ils veulent, s'ils ont Sierra Chart pour l'essayer. Donc c'est un indicateur visuel qui va détecter les divergences basées sur les volumes et les deltas. Donc en fin de compte, c'est un indicateur qui remplit 6 conditions. Je ne vais pas les détailler, mais voilà, en l'occurrence, surtout en gros, donc les volumes et les deltas. Et donc ça c'est la première version, et donc avec alerte sonore et ainsi de suite. Hein. Et il y a une deuxième qui va sortir là, qui va être un petit peu plus poussée. Et à la fin, ce qu'il veut arriver à faire en fait, et il est déjà bien parti, je pense que ce sera ok d'ici à peu près 6 mois, d'après ce qu'il dit, c'est qu'il va en faire un robot complètement automatisé, un peu comme tu vois sur les AE là de MetaTrader. Voilà, donc il va faire ça pour Sierra Chart. Donc c'est lui qui l'a développé. Moi c'est un de mes modérateurs, c'est quelqu'un que je connais bien, donc il n'y a aucun souci. Moi je prends rien dessus, c'est juste pour lui, c'est normal. Il bosse, hein, il a fait plus de 4000 lignes de code, je crois, donc c'est énorme. Et voilà. Moi la seule contrepartie par contre que j'ai en hébergeant son truc sur mon site, c'est que moi je profite de l'indicateur déjà personnellement, là-bas, gratuitement, et qu'en plus, et ceux qui s'inscrivent par contre sur le forum, ils l'auront aussi à disposition gratuitement. Voilà. D'accord, ok, très bien, merci, c'est intéressant. Donc formation on a vu, alors je termine juste avec ton site. Oui, le Mumble, c'est gratuit l'accès ou c'est sous réserve d'être membre? Alors, à la base, c'est sous réserve d'être membre, puisqu'en fin de compte, il faut passer par le forum pour avoir le Mumble. Maintenant, je peux donner l'accès au Mumble, il n'y a pas de souci, tant que ça reste dans l'optique qu'on a, donc, et que ça discute trading. C'est-à-dire que nous, on est toute la journée sur le Mumble, donc on trade ensemble, hein, souvent. Je suis avec quelqu'un qui s'appelle, il y en a qui doivent le connaître d'ailleurs, si c'était chez FXM, qui s'appelle Côte d'Azur. Voilà, donc on est toute la journée pratiquement ensemble, on trade ensemble, en live, à plusieurs, des fois on est une dizaine, donc on n'est pas beaucoup. Donc je suis pas contre. Il y en a un autre fois qui s'est inscrit sur le forum parce que sans faire exprès, j'avais mis une vidéo en accès public où c'était une réponse à un membre en fait, et où il y a les accès du forum dessus. Donc j'avais pas fait attention, donc il est venu, mais en fin de compte, voilà, je l'ai accepté sans problème, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est dans la même que nous et qui est là que pour ça et pas pour autre chose. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Okay. Il suffit de me faire on m'envoie dans la fiche contact, on m'envoie un petit mail s'ils veulent rentrer sur le forum, et pas sur le forum, sur le Mumble. Mumble, ouais, tu veux dire, le forum c'est autre chose, le forum faut payer, c'est la partie payante, le forum. Voilà, ouais, et mais le Mumble, je peux donner un accès, et puis voilà. Ok, très bien. Bah, merci Thierry, désolé de t'avoir retenu autant, mais je pense que c'était important et assez compliqué de faire le tour, enfin compliqué, mais c'est que ça prend un peu de temps quand même de faire le tour sur ce que où t'en es, ce que tu fais et le concept de ton site. Je pense qu'on l'a bien fait aujourd'hui, donc merci à toi Thierry, et puis j'espère te retrouver dans les prochaines semaines. Comme je t'ai dit, moi je vais sûrement souscrire à ta formation là, ce week-end. Ok, là, il n'y a pas de souci, Fabien. Écoute, merci de m'avoir reçu. Et puis voilà, s'il y a des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas. Il y a un fichier contact. Je vais mettre le forum en place public. Donc, il sera dispo ce week-end. Donc, dans ces cas-là, il n'y aura plus l'onglet accès membre, mais il y aura un onglet forum avec un S. Et il y aura donc forum privé, forum public. Donc, ils pourront se connecter au forum public sans problème dès ce week-end.
Ok, merci Thierry. De rien, Fabien, merci Bonne beaucoup. journée. Ah, bon week-end de Merci, Pâques. au Hein. Ciao. Ciao. Voilà, donc ça c'était Thierry, donc du site, je vous l'ai mis plusieurs fois, je vais vous le remettre. Merci pour sa participation. Et donc les prochaines sessions, ce sera, enfin les prochaines fois où on parlera avec lui, ce sera aussi pour des sessions de trading en direct, donc ça devrait être assez intéressant. Je vous ai remis le lien vers son site. Alors, bon, peu de mouvement sur les marchés, hein, Eurodollar, on reste et on stagne. Alors, 2 petites secondes, je crois que j'ai un truc à aller récupérer là. Alors, 2 petites secondes, j'arrive. Ouais, ça va. Ouais, tranquille. Pas de problème. Et si tu veux laver tes des trucs, tu peux aussi les laisser. Hein. Non, t'inquiète, alors, de retour. Volatilité nulle aujourd'hui, Zerensa sur le Mumble, effectivement. Salut, bon week-end. Ouais, X-Ray qui s'est déconnecté. J'aurais bien aimé avoir son retour parce qu'il avait des messages à dire par rapport à Thierry, je pense. Mathieu qui disait la Banque de France double son déficit net jeudi. La Banque de France a renseigné un doublement de son bénéfice net en 2012 au niveau record de 3,15 millions, tirant profit des mesures prises par la Banque Centrale Européenne afin de stabiliser la zone euro en crise. Pour cause, le bénéfice de la Banque Centrale de France s'élève pour 2012 à 3,15 milliards d'euros contre 1,57 milliard en 2011, intégrant une dotation de précaution de 1,85 milliard d'euros au fonds de risques généraux FRG et un impôt sur les sociétés record de 3,11 milliards d'euros. Enfin, les revenus de la Banque de France ont profité aussi des effets d'une mesure non conventionnelle des politiques monétaires de la BCE pour alimenter les marchés interbancaires en panne de liquidité. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Alors, ça on avait vu. Combien de positions en moyenne par jour? Ok, ça on avait vu. Si le trading rapporte, pourquoi faire des formations de fil? Comme il dit, il trade avec peu. Puis après, ça, je vais te dire un truc, c'est que c'est son problème. Moi, je suis des informations, donc de toute façon, je ferai un compte rendu, je vous dirai mon avis dessus. Ça m'a l'air intéressant et ça m'a l'air tout à fait cohérent, donc je regarderai, etc. Quoique ça m'apprendra à trader avec le market profile qui est très utilisé, donc ça pourra pas me faire de mal. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui est passionné, qui connaît beaucoup de choses. En plus, moi, je le reçois dans le cadre de l'émission, donc voilà, c'est que je trouve intéressant, donc moi je vais suivre ça. Après, pourquoi faire des formations? Bah, pourquoi pas, hein. Il dit il trade avec quand même peut-être maintenant quelques milliers, mais il dit à la base il trade avec 1000 $. Donc un revenu n'empêche pas l'autre, donc moi en tout cas je le comprends, d'avoir une optique payante en plus que du partage. Crédit disait merci beaucoup, c'est super, c'est un peu court, mais enfin disait Crédit. Après comme je t'ai dit Crédit, hein, c'est un entretien qui reviendra de manière hebdomadaire, donc moi-même là j'ai pas voulu faire trop long, sinon on peut parler très longtemps, pour en fait qu'on fasse du contenu régulier. Et Marc qui disait, et pour le statut auto-entrepreneur, Crédit disait merci Fabien pour cette interview, il faudrait que tu fasses un planning de tes interviews pour être sûr de ne pas les louper. Ouais, après, ouais, manque peut-être d'organisation, t'as raison Crédit. Après qui disait, je n'ai pas pu tout entendre, il a donné son statut pro. Alors de toute façon, cette interview sera disponible en différé sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais couper l'émission de 2 petites secondes et je vais la reprendre après pour être sûr que ça a bien enregistré. Je réponds juste aux dernières questions là. Fiscalement, ça ne colle pas, disait Fred, en auto-entrepreneur. Ça dépend de la manière dont c'est fait, on va dire. Après, à chacun de se renseigner. Lui, a priori, il a fait appel donc à un expert comptable. Voilà. Phil qui disait 4 trades x 4 pipes de gain à 120 €. Le pipe égale 1920 € par jour, disait Phil. Oui, auto-entrepreneur, conseil investissement financier. Nico qui disait, Nico, carnet d'ordre, c'est difficile à analyser sur des news. Chris qui disait, Phil NFP, il ne fallait pas faire le calcul, on se fait trop de mal, pour l'instant du moins, disait Crédit.
Marc Mercier Crédit. Qui disait je connais rien au futur. Phil qui disait sur le Daily FX, vous avez tous les contenus gratuits dans la file Market Profile. Disait Phil. Ok. Alors, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai indiqué. Alors, je coupe l'émission et je la reprends dans quelques instants.